Votre invité aujourd'hui, deuxième invité de la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président de la CPME. Plein de trucs à voir ensemble. Déjà, Carlos Ghosn, vous avez vu le rebondissement, encore une fois. C'est intéressant parce que on a vu la vidéo, encore une fois, qui était pour partie tronquée. Il dénonce le complot, la trahison. Sans rentrer, encore une fois, dans le dossier trop, mais ce traitement judiciaire, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous choque pas, ce traitement judiciaire? En tant que citoyen français… En tant que président de la CPME aussi, hein. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut constater, effectivement, c'est que les standards des juridictions japonaises sont très loin de ceux des juridictions françaises et, on va dire, européennes en général. Avec ça, on fâche personne. Voilà, avec ça, on fâche personne. Mais, je veux dire, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'on peut faire des bêtises dans la vie, et peut-être que Carlos Ghosn en a fait, ça c'était à la justice d'y répondre, hein, d'investiguer. Mais en attendant, avoir un traitement qui essaie d'humilier la personne humaine, ça c'est difficilement recevable. Pour autant, Carlos Ghosn, eh bien écoutez, il était capitaine d'un vaisseau magnifique, hein, l'Alliance, hein, Renault-Nissan. On se doit, à ce niveau-là, d'être exemplaire. La justice dira si effectivement elle est exemplaire ou pas. Quand vous êtes... le procès se tient de manière équitable, il a été empêché de parler, c'est comme ce qu'on sent. Il devait faire une conférence de presse, il est réemprisonné. C'est pas problématique pour vous, ça? Mais c'est extrêmement préoccupant, puisque tout est fait pour humilier la personne, si vous voulez. Imaginons que ce soit en France que ça se passe. Qu'est-ce qui se passerait? Il serait aujourd'hui, bien sûr, débarqué de la direction de l'entreprise, il ne serait certainement pas incarcéré, mais en attendant, il aurait à répondre devant la justice, avec un procès équilibré. Aujourd'hui, on peut se poser la question de l'équilibre, effectivement. Ouais. Et en termes de business, quand même, parce que en tant que président de la CPME, ça ne vous dissuade pas quand même de dire aller faire du business comme ça au Japon, dis donc, ça n'a même pas envie, c'est risqué, dis donc. Alors, mais il n'y a pas que le Japon, voyez-vous. Parce que lorsque, par exemple, il y a le sujet de l'extraterritorialité… Du droit américain. Du droit américain. Oui. Mais vous savez, ça refroidit plus d'un entrepreneur. On avait emmené, il y a quelques années, une délégation de PME en Iran. Il y avait eu dans ces délégations 3 PME françaises qui avaient commencé à initier du business avec les Iraniens. Ouais, quand les Américains ont dit stop. Et voilà, hein, c'est comme une grande entreprise, et là ça va beaucoup plus vite dans une petite entreprise, il a fallu tout de suite arrêter. Ouais. Ces investissements qui ont été initiés, cet argent investi, bien d'un seul coup, il se trouve… Mais vous pensez qu'il y a des patrons, encore une fois, de PME qui se diront j'avais des projets d'aller faire du business au Japon, je vais lever le pied? Alors on n'est quand même pas dans la même cour de jeu que Renault-Nissan, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à la tête de votre petite entreprise, quand bien même elle est assez importante pour aller jouer sur le terrain nippon par rapport à la France, c'est très loin, on est finalement relativement loin de ces grandes organisations extrêmement complexes. Et avant d'avoir des intérêts au Japon, j'aime mieux vous dire qu'il se coule un petit peu de… Voilà. Mais ceci dit, effectivement, à l'aune de ce qu'on vient de voir et d'apprendre à travers l'affaire de Carlos Ghosn, je pense que plus d'un investisseur, quelle que soit sa taille, maintenant va être certainement très prudent. Sur le Japon. Retour en France, François Asselin, avec le Premier ministre, c'est très intéressant, qui a parlé, cette phrase, en même temps c'est pas une surprise, mais il fallait mettre des mots dessus, d'immense exaspération fiscale des Français. Et il nous dit qu'il faut baisser, que le gouvernement doit baisser plus vite les impôts. Il nous parle d'initiatives puissantes, concrètes. Là maintenant, la barre a été placée très haut. Hein. La barre a été placée très haute par le Premier ministre, mais… on attend de voir. Je vais vous dire pourquoi on attend de voir. Parce que finalement… Il n'y a pas ce risque là maintenant d'immense déception quand même. Oui, on attend du lourd là. Hein. Oui, mais en même temps, nous avons une addiction à la dépense publique qui est incroyable. Et donc, en corrélation à la taxation. Pendant que nous discutons, pendant que le Premier ministre d'ailleurs discutait lundi sur eh bien, la synthèse de ce grand débat, au Sénat, et pourtant, la majorité n'est pas La République En Marche, et bien sur la loi mobilité, les sénateurs élargissaient l'assiette de la taxe transport à toutes les communes de moins de 10 000 habitants partout en France. Donc, vous savez, on a beaucoup de mal à sortir de ce principe que, eh bien, on essaye sans arrêt de trouver des moyens supplémentaires de lever l'impôt ou de lever les taxes. C'est vraiment profondément ancré culturellement dans notre pays. Et ça, malgré, je veux dire… Mais quelle mesure puissante, François Asselin, vous attendez en termes de baisse d'impôts pour satisfaire encore une fois ce malaise social? Alors, la volonté est présente, mais les actes sont encore très timides. Par rapport aux entreprises, on parle de tous les cadeaux faits aux entreprises. Je pense plutôt aux ménages, pour le coup, avant les entreprises. Ah oui, bah écoutez, au niveau des ménages… Pour les Français, cette classe moyenne qui estime qu'elle a, à juste titre, elle a vu son pouvoir d'achat stagner depuis 20 ans, qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. Voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer, eu égard d'ailleurs
aux moyens qui sont ceux de la France. Nous, ce que nous considérons, alors il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a une part de fiscalité, c'est-à-dire qu'il y a une captation, on va dire, par la collectivité de la richesse produite, y compris par l'individu. Puis deuxièmement, il y a une notion de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que est-ce qu'on est assez rémunéré avec le fruit de son travail? Ce que nous pensons, nous, à la CPME, c'est notre doctrine, c'est que de toute façon, le travail amène le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus, entre guillemets, les Français ont de possibilités de travailler, eh bien mieux ils vont gagner leur vie. Lorsqu'on a contingenté, par exemple, les heures supplémentaires, lorsque Nicolas Sarkozy avait, dans le premier moment de son quinquennat, ouvert aux heures supplémentaires sans taxes et sans impôts, y compris pour les charges patronales, c'était une mesure extrêmement populaire et ça correspondait à l'attente des Français. Les Français sont des bosseurs, à condition de les mettre dans un environnement qui leur donne envie de travailler. Eh bien, il faut retrouver cet environnement où tout le monde a envie de travailler et de travailler un peu plus que nous le faisons aujourd'hui. Les Français sont très productifs, sauf qu'on contingente les heures de productivité autour de 1600 heures par an, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, il y a toujours à peu près 220 heures par an d'écart de temps de travail, évidemment en plus en Allemagne. Donc, si demain on veut améliorer le pouvoir d'achat des Français, il faut leur donner la possibilité et encourager les entreprises. Mais c'est déjà le cas puisqu'on a défiscalisé. Non, c'est le cas pour les salariés, pas pour les charges. Non, parce que pour l'entreprise, faire des heures supplémentaires, eh bien, vous faites décrocher en coût du travail et d'un seul coup, ce que vous avez vendu d'une façon rentable, eh bien, ne le devient plus. Donc, il faut effectivement faire des mesures qui encouragent aussi bien les salariés que les entrepreneurs. On a vu l'OCDE, c'est intéressant, dans son dernier rapport rendu hier, délivrer les bons et mauvais points au gouvernement sur les réformes du président, et avec ce calcul sur que les réformes qui ont été jusqu'à présent mises en œuvre vont apporter sur 10 ans 3,2% de PIB par habitant en plus. On se dit que ça va dans le bon sens, non ? Oui, alors vous avez là des mesures macroéconomiques, je ne vais pas les constater. Dont les Français ne voient pas, encore une fois, évidemment, bien sûr, je ne vais pas les contester. Les résultats. Certainement que l'OCDE cette étude repose sur des choses très concrètes, je le suppose. Lorsqu'il y a eu effectivement la première séquence, les ordonnances travail, ont été un signe formidable pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que avant, quand j'allais voir les entrepreneurs, j'en vois chaque semaine des dizaines, voire des centaines, eh bien, il y avait cette peur d'embaucher. Après les ordonnances, aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends ? On n'arrive pas à trouver les compétences dont nous avons besoin. Les ordonnances travail sont passées par là parce qu'il a fallu sécuriser la rupture du contrat de travail. Donc, ce fut une excellente séquence, une bonne chose. Ça répondait exactement à ce que nous attendions. On a levé une problématique, mais après, il y en a d'autres. Voilà. Mais après, il en reste d'autres. Je vais vous parler de la fiscalité, où finalement, la fiscalité, on s'aperçoit qu'elle est toujours un petit peu galopante et que nous sommes toujours les premiers, malheureusement, de la classe des prélèvements fiscaux, aussi bien d'ailleurs sur les personnes physiques, tous les Français, comme sur les personnes morales, les entreprises. Et ça, faut en sortir. Lorsque nous avions fait à la CPME, fin décembre, une consultation à l'ensemble de nos territoires, on a fait une synthèse fin janvier. On avait un petit peu devancé la synthèse du grand débat. Il y a une chose qui ressortait, qui était très intéressante, c'est que finalement, les entrepreneurs se disaient, mais après tout, il y a une chose qui avait été mise en place. Alors, techniquement, c'est peut-être compliqué. Sur les Français, à un moment où il y avait trop de fiscalité, c'était le bouclier fiscal. Eh bien, ils se disent, on aimerait bien avoir un bouclier fiscal sur les PME et les TPE. Parce que finalement, on nous dit qu'il y a des efforts faits dans les baisses d'impôts, mais la fiscalité, c'est un tout. Elle est au niveau de votre commune, du département, parfois de votre agglomération, voire de la région, et puis de l'État. Ce qui compte, c'est ce qui sort, in fine, de la poche et du Français et de l'entreprise. Ouais. Donc vous appelez encore une fois quelque part à un bouclier, peut-être pas jusque-là, mais à ce qu'il y ait des efforts sur les impôts à la production. Voilà, l'affirmation d'Édouard Philippe est très intéressante. J'espère qu'elle sera confirmée par le président de la République et derrière, par un engagement solennel. Imaginez par exemple que le ministre des Finances s'engage à faire en sorte que le taux de prélèvement revienne dans la moyenne européenne d'ici la fin du quinquennat. Ça serait extraordinaire. Ne rêvons pas. Ça serait extraordinaire. Ne rêvons pas, nous ne rêvons pas. Mais en attendant qu'on s'engage sur un taux qui est baissier. Ouais. Ça serait effectivement un signe extrêmement fort et nous pourrions juger sur pièce. Ouais. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement en direction des entreprises. Encore une fois, transformation du CICE en baisse de charges, baisse de l'impôt sur les sociétés. Vous en voulez plus, c'est normal. Mais non, c'est dans votre rôle. Mais nous ne sommes pas, attention, ne nous trompons pas, nous ne sommes pas des chasseurs de primes. Nous ne demandons pas plus d'aide. C'est absolument pas ça. Ce que nous voulons, c'est que nous ayons un environnement qui nous donne et qui nous laisse l'envie d'entreprendre intact. De faire en sorte que ceux qui ont ces capacités de prendre des risques et qui les prennent, ne soient pas sanctionnés, mais encouragés. Et, écoutez... C'est pas le cas aujourd'hui ?
Vous savez, la complexité... Ça allait plus qu'hier, qu'avant-hier, non? Oui, je ne dirais pas que c'était mieux avant, c'est pas du tout, c'est pas du tout mon propos. On ne pourrait pas dire ça d'ailleurs. Mais la volonté, vous savez, il y a une volonté sincère d'essayer d'améliorer la condition, on va dire, des acteurs économiques du secteur marchand, globalement, ce que nous représentons. Et pour autant, les actes posés sont extrêmement difficiles à matérialiser. C'est ce que je vous disais en termes de fiscalité. La loi mobilité, quand bien même on essaye d'améliorer la mobilité des salariés, on élargit l'assiette. Bon, voilà, lorsque, par exemple, autour de la loi Pacte, on veut chanter, en tout cas, limer le passage des seuils, en permettant pendant 5 ans de pouvoir franchir ce seuil sans avoir à mettre en place les obligations du franchissement du seuil, eh bien, il y a une exception. Le CSE, par exemple, eh bien, dès la première année, doit être mis en place. Le Conseil social d'entreprise, voilà. Donc, vous voyez, tout cela, ce ne sont pas des choses énormes, mais additionnées les unes aux autres. La fiche de paie, elle a changé 3 fois en moins d'1 an, plus la 4e fois au début de l'année avec le prélèvement à la source. Ouais. C'est des choses que nous vivons concrètement dans nos entreprises. Ouais. Ça n'aide pas vraiment à la liberté d'entreprendre. Et ce n'est pas que de l'argent, voyez-vous. Une des critiques de l'OCDE, c'est sur la dépense publique et le manque de détermination du président, du gouvernement. C'est ça la réalité, il y a un manque de courage politique pour y aller, même si... Je pose la question quasiment à tous mes invités. La semaine dernière, comme Gérald Darmanin, qui nous a dit, pour la première fois en 30 ans, la dépense publique a baissé en France grâce à notre gouvernement. Alors, la réalité, c'est que la dépense publique augmente moins vite. Mais... Alors, là encore, il y a une chose qui est intéressante en économie, c'est qu'il y a un côté quand même assez science exacte. Quand on regarde le nombre de fonctionnaires par rapport au nombre d'habitants dans notre pays, depuis 20 ans, il n'a fait qu'augmenter. Pour autant, on est dans la moyenne haute en Europe. On est dans la moyenne haute, mais par rapport à le nombre de fonctionnaires, je crois qu'il était de l'ordre, excusez-moi si je dis une bêtise, mais de l'ordre de mémoire. 72 par habitant il y a 20 ans, nous sommes un peu plus de 80 aujourd'hui, fonctionnaires pour 1000 habitants, à peu près. Est-ce que pour autant, la qualité du service public s'est améliorée? C'est une question que je pose. Je pense qu'on a le droit de se poser ces questions de manière factuelle. Mais le gouvernement ne s'attaque pas à la racine du problème parce que c'est le fond de votre pensée que si on veut baisser les impôts, il faut baisser la dépense. La dépense ne baisse pas en France. Je rêve ou pas? La dépense publique, elle baisse ou elle baisse pas en France? Elle ne baisse pas. Elle baisse pas. Si vous voulez, elle baisse moins en progression, effectivement. Elle augmente moins vite. Elle augmente moins vite, mais elle augmente, voyez-vous. Ce que nous disons, c'est que la première source pour baisser la pression fiscale, c'est de commencer par faire des économies. Et les économies, eh bien, effectivement, c'est dans le fonctionnement. Ce n'est pas assez ambitieux pour vous? En tout cas, ce n'est pas lisible, parce que si c'était lisible, si c'était clair, tout le monde le saurait et vous n'auriez pas à me poser la question, ça serait clair, on parlerait sur... Et pourquoi ça n'est pas? Eh bien écoutez, ça, faut demander au camp politique, c'est-à-dire que peut-être que notre pays est bien administré, trop administré, et peut-être qu'il est compliqué peut-être pour l'administration de se faire mal à elle-même, tout simplement. Je pense, voyez-vous, que la réforme, c'est vu de mon côté, la réforme de la fonction publique ou de la sphère publique, devrait démarrer aujourd'hui d'en haut plutôt que d'en bas. Parce que finalement, les Français, qu'est-ce qu'ils constatent? C'est qu'ils voient de moins en moins de services publics, mais pour autant, la pression fiscale n'a pas baissé. Donc il y a un vrai sujet d'organisation. Et peut-être que dans la fonction publique, le premier élément, ce serait peut-être de retrouver du management tel que vous pouvez l'avoir dans le secteur privé. Quand vous êtes... Vaste sujet. Ben oui, mais c'est un énorme sujet. Mais je pense que ça serait source, d'abord, de récompenser ceux qu'ils méritent, et de les encourager à épouser, on va dire, une carrière dans la fonction publique, parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est nettement dégradé. Et puis, ceux qui ne sont pas faits pour la fonction publique, écoutez, il faut en tirer les conséquences. Est-ce que certaines fonctions dans la sphère publique nécessitent d'avoir une protection de l'emploi à vie? Je me pose la question. Dernier point, François Asselin, sur la retraite, parce que l'OCDE remet une pièce dans la machine. Elle demande à la France de relever l'âge de départ. Et puis, il y a cette cacophonie, ce flou, ce brouillard du gouvernement. Vous y comprenez quoi sur les intentions du gouvernement, vous? Moi, je pense que d'abord, on se fait beaucoup de nœuds dans la tête autour de cette réforme des retraites, parce que... sur l'âge de départ à la retraite. Est-ce que la France de 81 était plus anxiogène que la France aujourd'hui de 2019, lorsque la retraite est à 65 ans? En attendant, depuis 81, la durée de vie s'est allongée, l'espérance de vie s'est allongée, on commence à travailler un petit peu plus tard, on rentre un peu plus tard dans la vie active, on fait des études beaucoup plus longues. Non, mais sur les intentions du gouvernement, vous comprenez où ils veulent aller ou pas, vous? Moi, je ne comprends pas, honnêtement. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais il va falloir qu'il pose un choix politique. Comme à l'issue... Jean-Paul Delevoye dit que non, on ne touchera pas. Ou alors, il prendra toutes ses responsabilités pour lui. C'est ce qu'il a dealé avec vous, les partenaires sociaux. Je vais vous faire on ne touche pas sur l'âge légal de départ. C'est pour ça on se fait peut-être des nœuds dans la tête. Parce que on a accepté, par exemple, sur les régimes complémentaires de retraite, AGIRC, ARCO, d'avoir un âge pivot.
mécaniquement, ça fait retarder, reculer l'âge de départ en retraite des actifs. C'est bien ça l'objectif implicite, non dit du gouvernement? Eh ben, c'est peut-être ça, peut-être ne parlons pas... Dire dans ces cas-là. Eh ben, faut le dire. Il n'y a pas une espèce de mensonge par omission? On est complètement d'accord. Et là encore, je vous dis, on se fait peut-être des nœuds dans la tête. Vous savez qu'en France, il y a plus de 3 millions d'indépendants qui sont les actifs, qui partent en retraite à 67 ans. Est-ce que pour eux, c'est un énorme problème? Donc, il n'y a pas de choix. Attendez, il n'y a pas de choix, c'est intéressant. Et c'est important qu'on vous entende là-dessus. Il n'y a pas le choix. Il faut retarder l'âge de départ à la retraite. Sinon, c'est quoi? Les pensions vont baisser. Mais Jean-Paul Delevoye dit que non. Et même Laurent Berger, qui est à votre place, m'a dit non, rien n'est écrit. Puis, si ça se trouve, les pensions ne baisseront pas, même si on reste à 62 ans. Oui. Alors, vous savez, moi, je trouve que... soyez clair là-dessus. Oui. Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, on n'est pas loin, dans le secteur marchand, on n'est vraiment pas loin de l'objectif. Ouais. Il suffirait... En effet, on l'a dépassé. Hein. La moyenne, c'est 62 ans et 7 mois. Bien sûr. L'âge effectif de départ à la retraite. Il suffirait, tel qu'est organisé le système des retraites aujourd'hui, je parle dans le secteur marchand, de reculer d'1 an l'âge de la retraite pour stabiliser le régime pour les 20 prochaines années. Donc, on n'est pas si loin que ça de l'objectif. Et petit à petit, sur le régime complémentaire, on arrive... On fait le job. On arrive à reculer l'âge de départ en retraite. Donc, on n'est pas loin de... Je veux dire, il n'y a franchement pas beaucoup d'efforts à produire. Ce que veulent les Français aussi, c'est d'avoir une retraite décente. Et ça, on peut le comprendre. Mais on entend tout et son contraire. Il ne nous reste même pas une minute. On entend tout et son contraire sur la retraite. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les pensions de retraite soient revues à la baisse si on n'augmente pas, on ne retarde pas l'âge de départ à la retraite? Vous n'avez pas 36 solutions. C'est-à-dire que si vous ne reculez pas l'âge de départ à la retraite et que vous voulez garder le niveau de pension tel qu'il est aujourd'hui, il faudra augmenter les cotisations. Or, nous avons en Europe le niveau le plus élevé de cotisation. Donc, à supposer qu'on ne touche pas au niveau de cotisation, comment on en sort? On en sort autour de décisions courageuses qui expliquent aux Français... Il faudra travailler plus si on veut garder des pensions? Mais bien évidemment. Il faudra tout simplement... C'est pas ce que nous dit Jean-Paul Delevoye, c'est pas ce que nous dit bon nombre de membres du gouvernement. Parce que c'est un sujet toujours explosif et que c'est très compliqué de dire les choses telles qu'il faut les dire aux Français. Mais la réalité économique, c'est que... la réalité économique, c'est celle que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si on veut d'abord tenir cette promesse, les retraites, c'est une promesse qu'on fait aux actifs d'aujourd'hui et aux générations de demain. Donc si on veut tenir cette promesse, il faut tout simplement accepter que, au niveau de la démographie, au niveau de l'évolution de la durée de vie, on puisse tout simplement reculer son âge de départ en retraite si on va avoir une retraite décente et pouvoir les financer. Voilà qui est clair. On n'a pas fini d'en parler. Hein. François Asselin, merci d'avoir été avec nous, donc le président de la CPME, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci.